Bonjour. Voici la suite de la première partie des secrets du temps et de l'espace. Je vais débuter cette deuxième partie avec la lecture sur le calendrier Maya et de sa relation qu'il y a avec le temps événementiel. Vous avez ici l'artefact du calendrier Maya. C'est une œuvre de ma partenaire de vie, Marie-Nicole Barrette. On sait que le calendrier Maya a été surtout populaire au début des années 2000, car il annonçait en principe en 2012, pour certains la fin du monde, pour d'autres la fin d'un temps. Donc c'est plutôt la fin d'un temps parce que je vous parle présentement en 2019. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2012, il y a eu différentes trames temporelles qui ont fait leur ouverture ou qui étaient en parallèle avec notre propre trame temporelle. Donc, à partir de 2012, ces trames-là ont commencé à être accessibles et vont, en principe, je dis bien en principe, se résorber ou se séparer en 2021. Pourquoi 2021? C'est tout simplement parce que 2021 est l'année miroir de 2012. 12 dans un miroir va donner 21 ou vice-versa. Donc, les années qu'il y a entre 2012 et 2019, entre 2012 et 2021 sont des années de transition. Donc, on est présentement dans les années de transition et 2019 est une année assez importante parce que le total de 2019 donne effectivement 12, donc qui est un symbole de 2012. Donc, je vais commencer. Et si le calendrier Maya n'était pas chronologique? Qui n'a pas entendu parler du calendrier Maya? Ce qu'il faut savoir, c'est que les Mayas ne sont pas les auteurs de ce calendrier. En fait, ce sont les Aztèques qui sont les auteurs de ce calendrier. Donc, en réalité, c'est un calendrier aztèque. Pour nous, nous l'attribuons aux Mayas parce que nous avons gardé l'interprétation de ce calendrier fait par les Mayas. Mais en réalité, imaginons que ce calendrier soit antérieur aux Aztèques et même de plusieurs années, donc antédiluvien. Pour les besoins de la cause, je ne parlerai plus de calendrier aztèque ni de calendrier maya, mais tout simplement d'un artefact très ancien, comme j'ai en arrière de moi. Qu'ont-ils donc découvert ces deux peuples anciens, c'est-à-dire aztèques et mayas, de si mystérieux au sujet de cet artefact? Peut-être que cet artefact possédait une clé, un code permettant l'ouverture d'une porte donnant accès sur un passage vers une autre réalité. Ici, cet artefact n'était pas un calendrier de nature chronologique, mais bien de nature événementielle. Que cet artefact n'était pas relié au temps linéaire chronologique, mais bien au temps horizontal, donc au temps événementiel. Cela expliquerait le désaccord au sujet de l'interprétation de cet artefact, c'est-à-dire du calendrier maya. Plusieurs personnes sont convaincues que cet artefact annonçait la fin du monde des Mayas et non la fin du monde programmée pour l'année 2012. Comme je disais, je suis toujours vivant en 2019, donc ils avaient sûrement raison que ce n'était pas la fin du monde. Mais d'autres personnes disaient que cet artefact, toujours le calendrier maya, annonçait la fin d'un monde et non pas la fin du monde en 2012. Eux aussi ont raison, du moins en partie, car rien n'est plus vraiment pareil maintenant. Ce n'est plus vraiment le même monde qu'avant. Mais la question reste entière. Quel secret cache cet artefact de si important?
Faisons le raisonnement suivant. Disons que cet artefact n'est pas un calendrier dans le sens propre du terme, donc il est inutile d'essayer de le décoder comme un calendrier conventionnel de type chronologique. Voilà une affaire de régler. Ce n'est pas un calendrier déterminant une date hypothétique dans un temps linéaire chronologique. Alors, maudite marde démon! Comme dirait ma mère, à quoi sert-il? C'est parce que c'est le patois que ma mère avait. Eh bien, s'il servait à déterminer un temps événementiel au niveau du temps horizontal, cela donnerait une autre interprétation complètement différente de celle mise de l'avant présentement. Donc, cet artefact traverserait les âges et serait toujours d'actualité aujourd'hui. Mais comment pouvons-nous l'interpréter? Cet artefact n'est pas un calendrier chronologique, mais bien un calendrier événementiel. Mais de quel événement il est question? Souvenez-vous ce que j'ai dit plus haut. Cet artefact est une clé renfermant un code sous l'apparence d'un calendrier circulaire à multiples facettes. Regardez toutes les facettes que le calendrier en arrière de moi contient. Donc, en passant, il est ce qu'on appelle une peinture à relief. Donc, cet artefact, ce calendrier, se calerait sur une ligne de temps, lui donnant la possibilité de changer de trame temporelle plus adaptée à l'évolution de l'individu possédant cette ligne de temps. Sa structure est physique, mais sa nature est métaphysique. Donc, le calendrier aztèque, ou calendrier maya, c'est comme vous voulez, serait un artefact de forme circulaire possédant un code énergétique dissimulé sous la forme d'un calendrier presque impossible à décoder. Cet artefact viendrait de la nuit des temps pour nous indiquer, sous forme d'un calendrier, une clé qui nous permettrait de transférer notre ligne de temps d'une trame temporelle à une autre. Ne voyez plus cet artefact comme un calendrier indéchiffrable, mais comme un support, une clé que vous pouvez utiliser afin de transmuter votre réalité, comme un alchimiste transmute le plomb en or en une réalité beaucoup plus agréable que maintenant. Après tout, on pourrait considérer cet artefact comme la fameuse pierre philosophale. Qui sait? À vous de voir. Eh bien, ce qui vient avec aussi le calendrier maya, vient le 6e soleil annoncé par ce calendrier, donc annoncé par les Mayas. L'année 2012 était la fin annoncée par le calendrier maya, donc la fin d'un cycle. La fin de ce cycle correspondait également à la fin d'un monde et non pas à la fin du monde. La fin de ce monde correspond également à la fin de la 5e race racine, donc à la fin de cette 5e civilisation, notre civilisation actuelle adamique, car on fait partie de la 5e race racine. Ça correspond également au début de la 6e race racine, donc au début d'une 6e civilisation sur cette terre. Mais que voulait dire effectivement la fin d'un monde? Pour moi, la fin d'un monde correspondrait à un changement majeur dans notre réalité. N'oublions pas que les Mayas associaient notre monde à l'apparition ou sous l'influence d'un 5e soleil. Donc, logiquement, les Mayas nous disaient que 2012 correspondrait à la fin de ce 5e soleil et le début, ou si vous aimez mieux la naissance, d'un 6e soleil. N'oublions pas que les Mayas parlaient également de la fin d'un monde et non pas seulement de la fin du 5e soleil. Et si 2012 correspondrait à l'arrivée d'une ou de plusieurs nouvelles trames temporelles,
comme je vous ai parlé tout à l'heure. Et que chaque trame temporelle aurait son propre soleil et naturellement sa propre zone de création ou sa propre terre, c'est comme vous voulez. Cela expliquerait l'arrivée de ce fameux 6e soleil dans notre réalité. Nous vivons présentement dans une trame temporelle à l'intérieur d'une matrice artificielle faite d'illusions et de manipulations. Les autres trames temporelles posséderaient une matrice originelle de création propice à l'évolution de l'être humain. Donc, si on résume, 2012 correspondrait à l'ouverture de différentes trames temporelles dont le soleil de chacune d'elles serait un vortex, nous permettant de transférer notre ligne de temps de cette trame temporelle à une autre plus propice à notre évolution. N'oublions pas que les lignes de temps sont individuelles pour chaque individu et qu'une trame temporelle est le contenant de ces lignes de temps. Donc, trame temporelle contenant et ligne de temps contenue. Comment se fait ce transfert d'une ligne de temps dans une autre trame temporelle? Par un changement de perception qui va se traduire par un changement de décor dans notre réalité de tous les jours. Certaines personnes vont vous dire « Mais où est ce changement que tu parles? Et quand verrons-nous ce fameux 6e soleil? » Bien voilà, il se pointe déjà à l'horizon au coucher de notre soleil. Lorsque ce dernier a perdu sa brillance et que le nouveau soleil peut être visible tout près de notre soleil. Nous voyons en même temps les deux soleils se coucher à l'horizon. Durant le jour, le deuxième soleil n'est pas visible car ébloui par le rayonnement de notre soleil actuel. Ne pensez pas que les deux soleils se trouvent dans la même trame temporelle. Le plus gros soleil, donc notre soleil actuel, identifié comme notre 5e soleil par les Mayas, est dans notre trame temporelle actuelle. Le petit soleil, indiqué comme le 6e soleil par les Mayas, se trouve dans une autre trame temporelle. C'est ce petit soleil, petit à nos yeux car dans une autre trame temporelle, qui va nous permettre de passer de cette trame temporelle vers une autre trame temporelle. N'oublions pas que le Soleil est tout simplement un vortex ou un passage qui émet un rayonnement électromagnétique qui se traduit en lumière au contact de l'ionosphère de notre zone de création, identifiée comme étant la Terre. Ce deuxième soleil, ou vortex, va permettre le transfert de notre ligne de temps dans une autre trame temporelle adaptée à chaque individu en fonction de son évolution et de la perception de sa réalité. Donc, ce deuxième soleil correspond à l'ouverture d'une porte donnant accès aux différentes trames temporelles. Les lignes de temps vont se diriger vers cette porte d'entrée d'une nouvelle trame temporelle ajustée à chaque ligne de temps en fonction de l'évolution de l'humain. Un saut d'évolution se traduit par un changement de perception et un saut quantique se traduit peu à peu par un changement de décor dans notre réalité. Vous ne voyez pas ce fameux deuxième soleil, me diriez-vous? Eh bien, certaines personnes, dont moi, ont déjà commencé à voir ce deuxième soleil de leurs propres yeux. Il suffit d'observer le coucher de soleil lorsque le ciel est sans nuages à l'horizon. Je l'ai même photographié. Je vous présente une photo que j'ai prise au mois d'août 2017 à Sainte-Luce-sur-Mer, au Québec. C'est un magnifique coucher de soleil montrant les deux soleils et leurs reflets dans l'eau. Et ce n'est pas un reflet de lentilles, car vous pouvez très bien voir le reflet dans l'eau et
le reflet aussi sous le nuage qu'il y a au-dessus du petit soleil. Ce n'est pas de photo truquée, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui penseraient que la photo serait truquée. Et moi et ma partenaire de vie, nous l'avons bien vu de nos yeux lorsqu'on était au coucher de soleil. En fin de compte, c'est ma partenaire de vie, en réalité, qui l'a vu la première. Et moi, eh bien, par la suite, lorsqu'elle m'a dit « Ah, bien oui », là, c'est là qu'à la dernière minute, j'ai réussi à le photographier. Le plus gros, vous l'aurez deviné, est notre Soleil dans notre trame temporelle actuelle, et le petit est le Soleil, vortex ou passage, c'est comme vous voulez, nous montrant l'ouverture d'une trame temporelle à une autre. Plusieurs personnes vont commencer à voir de plus en plus ce deuxième Soleil. Ne soyez pas enfermés dans ce dogme scientifique d'aujourd'hui et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités qui vous feront voir une nouvelle perception de votre réalité. N'attendez pas de voir ce deuxième soleil au bulletin télévisé de 18 heures. Vous risquez peut-être d'attendre longtemps. N'oubliez pas, changer sa perception ou sa manière de voir les choses, c'est changer sa réalité. Et lorsqu'on change sa perception, notre réalité va changer en fonction des marqueurs, des engrammes et des implants qui vont s'introduire avec un codex dans notre ADN. Et tout ça, eh bien, ça va engendrer un changement de matrice. C'est-à-dire, on est dans une matrice artificielle. On se demande souvent comment sortir de cette matrice artificielle où nous sommes prisonniers. Ce qui me vient à l'esprit le plus souvent, c'est de se déconnecter du temps linéaire. Mais comment pouvons-nous le faire? En premier lieu, il faut savoir qu'ici, on parle de ligne de temps. Donc, c'est notre ligne de temps qu'il faut déconnecter du temps linéaire, donc du temps chronologique, et de reconnecter notre ligne de temps au temps horizontal, donc au temps événementiel. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de changer sa perception sur le temps lui-même. Il ne faut pas voir le temps chronologique qui nous sépare d'un événement quelconque, mais de focaliser sur l'événement lui-même. De cette façon, nous basculons notre ligne de temps du temps chronologique au temps événementiel. Lorsqu'on parle de mouvement, c'est nous qui nous dirigeons vers un événement avec un temps chronologique. Mais c'est l'événement qui se dirige vers nous avec un temps événementiel. En d'autres mots, nous traversons le temps au niveau du temps chronologique et c'est le temps qui nous effleure au niveau du temps événementiel. Le premier nous fait vieillir biologiquement, tandis que le deuxième n'a aucune emprise sur notre biologie. Parce que l'événement se trouve toujours au présent au niveau de notre conscience et rappelons-nous que la conscience est le pointeur du présent. Donc, qui dit changer de temps veut dire également changer de trame temporelle. De cette manière, notre ligne de temps va bifurquer dans cette nouvelle trame temporelle où le temps qui y règne est le temps horizontal, donc le temps événementiel. Il faut savoir également que dans cette trame temporelle, ce n'est plus l'espace qui est le lieu de déplacement, mais le temps. Car le temps horizontal possède une densité comme l'espace dans notre trame temporelle actuelle. J'en ai parlé au début. Donc, on peut dire qu'il y a un rapport entre le physique, notre matière, la métaphysique et notre ligne de temps. Les deux, matière et ligne de temps, se rejoignent au niveau quantique. Ici, on parle de physique quantique et de métaphysique quantique. Ça va au-delà
des deux premiers niveaux de la métaphysique. Donc, on est dans le 3e et 4e niveau de la métaphysique. La première se situe au niveau atomique et la deuxième se situe au niveau subatomique, c'est-à-dire le physique au niveau atomique et la métaphysique au niveau subatomique. Au niveau quantique, ce sont nos électrons libres qui se feraient un chemin en direction d'une nouvelle trame temporelle. Le deuxième soleil, identifié comme un vortex électromagnétique se trouvant dans cette nouvelle trame temporelle, devient le point de repère, ou si vous aimez mieux, la porte d'entrée, pour nos électrons libres afin d'accéder à cette nouvelle trame temporelle. Le deuxième soleil, faisant partie intégrante de la nouvelle trame temporelle, est maintenant visible à partir de notre trame temporelle actuelle. Je vous remonte une photo que j'ai prise lors de mes vacances au mois d'août 2017. J'étais sur le bord de la mer à Sainte-Luce-sur-Mer au Québec. C'est une petite station balnéaire dans la Gaspésie, bien à la frontière de la Gaspésie et du bas du fleuve. L'autre côté, là, dépassé Rimouski. Puis c'est au coucher du soleil qu'on peut voir ce deuxième soleil, car il n'est pas ébloui par notre soleil, ce dernier étant moins brillant au coucher du soleil. Et lorsqu'il faut vraiment que l'horizon soit vraiment dégagé de nuages. Et à Sainte-Luce-sur-Mer, qu'est-ce qui était bon pour ça, c'est qu'on était naturellement au niveau de la mer. Donc, étant au niveau de la mer, notre horizon est bien loin. Donc, on a beaucoup de possibilités d'ouverture de l'espace. En quelque sorte, une ouverture d'une fenêtre hyperespace. Notre ligne de temps se trouvant dans ce sillage, là on parlait des électrons tout à l'heure qui faisaient son chemin vers cette porte-là, vers ce vortex électromagnétique. Donc notre ligne de temps se trouvant dans ce sillage fait par nos électrons entraîne automatiquement la matière avec elle sur ce chemin, car la matière est en fait d'atomes, se trouve au niveau de la physique quantique. Donc, nos électrons au niveau de la métaphysique quantique et notre matière atomique au niveau de la physique quantique se retrouvant tous les deux, c'est-à-dire métaphysique et physique, au même niveau quantique. Ainsi, il y a transfert de trame temporelle et par le fait même, une nouvelle réalité s'ouvre à nous. Le seul effort que nous devons faire pour le transfert de trame temporelle à ce niveau, c'est de changer notre perception sur la nature du temps. Le temps linéaire appartient à la matrice artificielle et le temps horizontal appartient à la matrice originelle. En sachant qu'on appartient et que nous sommes prisonniers de cette matrice artificielle, en changeant de trame temporelle, on se libère automatiquement de cette matrice artificielle. Au niveau quantique, c'est notre ligne de temps qui va se répercuter sur la perception de l'espace qui nous entoure. Un changement de décor va s'effectuer au niveau de la perception de notre nouvelle réalité. Le monde aura changé et la terre où nous serons nous semblera bien différente. L'expression qu'on entend souvent en ésotérisme, dans un nouveau monde et sur une nouvelle terre, prendra enfin toute sa signification. En changeant de trame temporelle, nous ne serons plus dans cette matrice artificielle, mais nous accéderons à la matrice originelle. Et ici, il n'est pas question de téléportation. Il est question tout simplement d'un changement de décor, d'une nouvelle perception qui va faire en sorte de rentrer des nouveaux codes dans notre ADN.
comme j'ai parlé un peu auparavant. Donc, en changeant nos codes, notre encodage au niveau du codex de l'ADN, petit à petit, le transfert va se faire. Et à un moment donné, vous allez parler avec des personnes de votre entourage et ces personnes-là, en vous entendant parler, vont vous dire étonnés, « Ben, coudonc, fais-tu partie du même monde que nous autres, toi? T'es pas dans notre monde, on dirait? » Eh bien non. Petit à petit, le décor se superpose petit à petit, et c'est ça, sans effort, nous pouvons traverser ce... Parce que pour moi, la téléportation n'existe pas, c'est un changement de décor. Parce que c'est notre environnement intérieur qui se projette sur notre écran aurique, qui forme ce qu'on appelle notre réalité. Là, je vais parler... Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, tu parles souvent de vaisseaux de cristal, de vaisseaux des vaisseaux temporels et non pas de vaisseaux spatial. On entend parler dans les films, c'est des vaisseaux spatials qui vont d'une planète à l'autre, d'une galaxie à l'autre. Il y a juste un ou deux films que je crois qui est mention de vaisseaux temporels. Donc, je vais parler ici, pour vous mettre un peu en contexte, la composition d'un vaisseau temporel en cristal de quartz. Naturellement, cette technologie-là n'est pas ici... c'est un peu... c'est des informations que j'ai reçues lors de mes voyages en physique et ça appartient surtout à la 8e densité temporelle. Parce que mes contacts principaux sont avec des êtres extratemporels et non pas extraterrestres ou intraterrestres ou extradimensionnels. C'est vraiment des êtres de la planète ici, de notre zone de création, mais dans une laps de temps, dans une trame de temps différente de la mienne. Donc, maintenant, je vais vous parler de la structure d'un vaisseau temporel fait de cristal de quartz pur qui représente un modèle pouvant servir dans le spatio-temporel dans la 3e densité matérielle. Pour voyager dans l'espace, on utilise un vaisseau spatial, mais lorsqu'on utilise la densité temporelle pour le déplacement, on utilise un vaisseau temporel. Ce type de vaisseau sert au déplacement des êtres extratemporels et utilise l'énergie cristalline. La fabrication se fait par panneaux de quartz cristallin. On broie le quartz pour obtenir une poudre cristalline. Par la suite, on remplit avec cette poudre de quartz des moules qui sont chauffés à très haute température. En refroidissant, on obtient des cloisons, ou si vous aimez mieux, des panneaux cristallines avec une apparence laiteuse transparente. Ce procédé ressemble à la fabrication de vaisseaux de cristal ou des bols de cristal de quartz pur. Par la suite, on aligne les panneaux côte à côte dans des moules pour faire des joints en versant de la silice liquide préalablement chauffée à très haute température elle aussi, qui va fusionner les panneaux entre eux en refroidissant. Lorsque le vaisseau est fini d'assembler, on y installe des cristaux de quartz pur brut, dont le cristal central, plus gros que les autres, est un cristal diamanté qui sert d'extracteur et de générateur d'énergie de point zéro, alimentant tout le vaisseau. La paroi du vaisseau étant faite de cristal de quartz devient supraconductrice. Les autres cristaux de quartz pur servent de stabilisateur au vaisseau. Lorsqu'on se trouve à l'intérieur de l'habitacle, on a l'impression que les murs sont à portée de main. Mais lorsque l'on se déplace, on a l'impression que les murs se déplacent
eux aussi. Il ne faut pas oublier que c'est un vaisseau temporel et qu'on utilise le temps dans l'habitacle comme lieu de déplacement et non l'espace pour se déplacer. Un vaisseau de cristal de quartz n'est pas un vaisseau spatial, c'est un vaisseau temporel, car il utilise le temps horizontal comme lieu de déplacement, c'est-à-dire qu'il utilise le temps événementiel. Il ne fonctionne qu'avec l'événement. Ce type de vaisseau traverse l'horizon des événements, l'horizon étant la délimitation de l'espace dont l'événement, ou le temps événementiel, appartient à Kéros et non à Chronos. Le cristal diamanté central de l'habitacle est un capteur d'énergie libre, ou si vous aimez mieux, un extracteur d'énergie de point zéro, qui fait office d'un générateur d'énergie alimentant le vaisseau. Tout cela fait partie d'une réalité inconnue de la nôtre. Ça, je ne suis pas bien sûr de ça. Ceci n'est que la représentation sommaire de la fabrication d'un vaisseau de cristal de quartz. Il va sans dire que la fabrication d'un tel vaisseau est beaucoup plus complexe que ça. Si vous... lorsque vous regardez des films de science-fiction, de super-héros, peu importe, vous voyez souvent les fameux extraterrestres, ils ont toujours un cristal à quelque part. Leur vaisseau est souvent alimenté par un cristal. Donc, ça vous donne une petite idée de la technologie du cristal. Justement, je vais parler du temps événementiel et versus nos super-héros. Vous savez, les super-héros qu'on voit au cinéma? On voit souvent au cinéma des super-héros défiant la réalité de notre zone de création. Pensons seulement à Superman volant dans les airs, à Thor, le demi-dieu Thor, et son marteau, que lui seul peut lever tellement qu'il est lourd, et aux X-Men avec des pouvoirs surhumains. On est en droit de se poser la question à savoir si tout cela n'est que de la science-fiction ou cela pourrait-il être réalisable un jour par l'humain. Tous ces super-héros ont tous un point en commun d'après moi, la manipulation du temps. Je m'explique. Ce qui empêche l'humain aujourd'hui d'accéder à son pouvoir créateur est sa croyance qu'il ne peut pas faire des choses extraordinaires, comme ces super-héros au cinéma. Et Hollywood nous montre bien que ces personnages ne sont que de la science-fiction et que c'est possible qu'au cinéma. Naturellement, on sait très bien que le cinéma est là pour nous décrire une certaine réalité sous une fausse représentation. Mais que savons-nous réellement de cette utilisation temporelle? Prenons comme exemple le film Jupiter. Pas Jupiter. C'est un bon film aussi, ça représente la cueillette. Mais ici, là, c'est le film Jumper, mettant en scène un homme qui se téléporte dans différents endroits sur la planète. Il réalise que ce pouvoir lui a été attribué à sa naissance grâce à la génétique de sa mère. Là, on parle d'ADN, d'encodage d'ADN. Il découvre à l'âge adulte qu'en regardant une photo d'un lieu sur la planète, il se voit téléporté à cet endroit. Plus tard, il n'a qu'à se faire une image mentale d'un lieu et le voilà rendu à cet endroit. Est-ce vraiment de la téléportation? Se pourrait-il que cela ne soit qu'un changement de décor? Rappelez-vous, il regarde une photo pour créer un nouveau décor et ce nouveau décor prend forme pour remplacer le décor précédent dans un courant d'énergie électromagnétique. Et lorsque ceux qui chassent ce qu'on appelle les jumpers
ont une machine justement pour l'emprisonner, pour l'enchaîner au niveau électromagnétique. Vous vous souvenez que l'espace est fait de membranes électromagnétiques. Et que dire du film Lucie? Surtout à la fin du film, lorsque Lucie manipule le décor comme une série d'images en mouvement sur son écran aurique. Elle change le décor qui se trouve devant elle comme sur certains écrans tactiles d'aujourd'hui et elle se retrouve faisant partie du décor, donc en immersion en temps réel. Souvenez-vous ce que je viens de dire, que l'espace est constitué d'un champ d'énergie électromagnétique constituant notre réalité sur notre écran aurique de nature magnétique, que nous identifions la plupart du temps comme étant notre champ aurique. La réalité d'un super-héros se trouve dans une ligne de temps superposée aux lignes de temps des autres personnes qui l'entourent. C'est comme s'il possédait une autre matière à sa disposition pour combler les lacunes de sa matière atomique actuelle. On dirait qu'on vient de mettre le doigt sur un secret bien gardé par les maîtres du monde. Je vous parle aussi de la matière électroplasmique. Donc, un super-héros au cinéma posséderait deux matières qui seraient imbriquées l'une dans l'autre. Une matière donnant la densité nécessaire pour se déplacer dans notre réalité temporelle et une autre matière faisant office de catalyseur d'un autre temps imbriquée dans notre réalité actuelle. Et ces deux matières faisant partie de la même et unique personne dans une enveloppe corporelle utilisant les deux temps simultanément. C'est-à-dire le temps linéaire chronologique et le temps horizontal événementiel. Naturellement, vu par une tierce personne, cet humain aurait à ses yeux un pouvoir surhumain, pour ne pas dire un pouvoir digne d'un dieu. Pour ça, il faut comprendre comment l'humain est composé dans sa nature, dans sa structure et dans sa forme, autant au niveau physique que métaphysique. Revoyons ensemble la base de la formation de la matière humaine dans son ensemble. Nous avons une matière atomique pour se déplacer dans l'espace et nous avons un corps physique pour la perception de cet espace. Les deux, c'est-à-dire matière et corps, sont imbriqués l'un dans l'autre. Nous avons également un corps astral ayant une forme mémoire pour le maintien de la forme matérielle humaine dans notre zone de création. Car le corps astral ne sert pas seulement à voyager au niveau de l'astral, il sert aussi de forme mémoire à la matière humaine. Nous avons également une matière électroplasmique qui nous permet de nous déplacer en physique. Et là, c'est là avec les nouvelles technologies, non pas des technologies informatiques, mais les nouvelles technologies que je pourrais appeler psychiques. Donc, de nous déplacer en physique à l'intérieur de notre zone de création. Pour ce qui est du corps électromagnétique, en plus d'alimenter notre matière atomique en énergie vitale, il sert également de corps de perception à notre matière électroplasmique. Rappelez-vous, corps de perception physique visible à l'extérieur de notre matière atomique et corps de perception électromagnétique non visible car étant à l'intérieur de notre matière atomique. Le corps physique et la matière atomique sont imbriqués l'un dans l'autre, mais le corps astral et la matière électroplasmique sont interconnectés l'un et l'autre à la matière atomique. Imaginez un seul instant que la matière électroplasmique
au lieu d'être interconnectés, seraient imbriqués dans la matière atomique, cela vous donnerait les pouvoirs d'un super-héros. Une matière combinant à la fois le temps chronologique et le temps événementiel dans une seule et même enveloppe corporelle possédant 2 densités. Cela relève-t-il d'une utopie ou bien cela pourrait-il devenir le futur de l'être humain? Imaginons ensemble le moyen de réaliser ce prodige. Un prodige, pas vraiment, vous allez voir. La base de cet assemblage débute par une nouvelle configuration de l'ADN. À l'instant où vous y mettez une intention, le processus d'encodage se met en action. Votre attention sur la matière que ce processus doit se réaliser va permettre à des marqueurs de se greffer sur la chaîne d'ADN. Le processus lancé va faire son chemin en passant par un engramme pour devenir un implant et pour finir par l'écriture du codex dans l'ADN. Voici sur quoi vous devez porter votre attention pour produire une tension énergétique qui en résultera par des ancrages dans votre matière atomique, permettant à votre matière électroplasmique et votre matière atomique de devenir une seule et unique matière évoluant dans votre réalité. Premièrement, vous devez visualiser 12 ancrages disposés de cette manière. Les chakras principaux forment les 7 premiers ancrages. Les chakras secondaires des pieds et des mains forment les 4 chakras suivants. Pour ce qui est du 12e ancrage, c'est l'ancrage qui relie les 2 corps et les 2 matières dans un seul et unique bloc. En quelque sorte, c'est l'ancrage le plus important. C'est le thymus qui se trouve au niveau du chakra cardiaque. De cette manière, les 2 corps et les 2 matières sont encastrés l'un dans l'autre par le thymus qui est au niveau du chakra cardiaque. Ce qui est important de réaliser, un jour ou l'autre, avec notre changement de perception, il y aura obligatoirement une transmutation de notre ADN. Et ce jour-là, ce sera nous qui serons les super-héros de notre réalité. Conversation sur l'inversion du temps. C'est pendant un voyage en physique que j'ai eu connaissance d'une rencontre entre différentes personnes. Je vais vous la rencontrer un peu. Voici une conversation surprise d'un individu s'adressant à un petit groupe de personnes dans une salle de réunion d'un immeuble situé dans un centre-ville d'un pays ou peut-être dans un espace-temps différent du nôtre, qui sait. La discussion portait sur l'inversion du temps. Donc, le narrateur, c'était un extratemporel. Pour vous, c'est le temps linéaire qui est à l'intérieur de cet espace. Pour moi, c'est l'espace qui est à l'intérieur du temps horizontal. Le temps linéaire est assujetti à la chronologie de l'espace, tandis qu'inversement, c'est l'espace qui est assujetti au temps horizontal de l'événement. En quelque sorte, c'est de franchir l'horizon des événements. Nous occupons le même espace, mais pas dans le même temps, car ce dernier étant inversé. Le temps et l'espace étant à la fois réels et illusoires. À vous de choisir l'illusion qui vous convient le mieux pour en faire ce qui vous paraîtra réel. Le cerveau peut inverser le temps à la condition que l'ADN soit séquencé pour cette inversion. L'ADN possède 2 hélices qui sont séquencées en 64 codons et chaque hélice possédant 32 codons chacune. Lorsqu'une séquence est amorcée,
il y a réactivation d'un codon qui transmet l'information aux autres codons qui amorcent à leur tour le séquençage. Cette information est transmise par un mouvement d'énergie électromagnétique s'apparentant à une spirale de lumière photonique faisant le contour des hélices de l'ADN. Par la suite, cette information est retransmise aux cellules qui sont la réplique conforme de l'empreinte de l'ADN. Ces empreintes sont comme des milliards de terminaux distribués dans autant de cellules. Il n'est pas nécessaire d'avoir 4, 6 ou bien 12 hélices d'ADN. 2 sont amplement suffisantes, à la condition que le séquençage des codons soit amorcé et réactivé. Chaque être vivant possède sa propre structure moléculaire, mais l'essence profonde de la vie reste toujours la même, car le nombre de codons est le même pour tous les êtres vivants dans votre zone de création ou ailleurs dans votre univers local. Les 64 codons peuvent être répartis sur 4, sur 6 ou 12 hélices selon leur structure moléculaire, au lieu d'être condensés sur 2 hélices comme vous possédez au niveau structural de votre chaîne d'ADN. Ici, on ne parle pas de physique, ni de physique quantique au premier niveau, mais on parle de la mécanique quantique dont une branche va rejoindre la métaphysique. Et voilà, cela vous donne un petit aperçu des conversations que j'ai avec des extratemporels. Intéressant, n'est-ce pas? C'est une nouvelle science qui pointe le bout de son nez à l'horizon d'un nouveau temps, pas encore exploré par la science dite moderne, qui est tellement cartésienne et désuète. Tandis que la science d'aujourd'hui travaille sur l'ADN physique, lorsqu'on parle d'extraterrestres, d'extradimensionnels, d'extratemporels, eux travaillent sur l'encodage de l'ADN au niveau métaphysique, donc au niveau de l'énergie. Donc, il faut travailler sur les 3 sciences à partir toujours par le haut. La science de l'esprit, la science métaphysique et la science quantique. Eh bien, je vais parler encore d'une histoire de temps. Ça donne bien, c'est les secrets du temps dans mon grimoire. Au niveau du spatio-temporel, les mondes parallèles occupent le même espace dans des densités temporelles différentes. Au niveau du temps spatial, les mondes parallèles occupent le même temps dans des densités spatiales différentes. L'humain étant aux confins de sa connaissance, face à la noirceur de son ignorance, le met en relation avec la lumière de son savoir. Ce qui lui est très difficile pour son mental inférieur d'accepter et de comprendre certaines données en provenance de sa source, nous avons une matière qui a la capacité d'ouvrir une fenêtre dans l'hyperespace afin de nous permettre de nous déplacer dans cet espace, comme je vous ai déjà expliqué auparavant. Donc, l'espace ayant une densité est le contenant de la matière et du temps dans le spatio-temporel. Présentement, nous utilisons l'ouverture de certains canaux pour capter de l'information. Ces canaux d'information sont contenus dans notre matière atomique et ces canaux sont le contenant de l'information. Nous avons accès également à des vortex temporels qui peuvent nous permettre d'utiliser le temps comme lieu de déplacement. Ces vortex sont le contenu de portes induites qui nous permettent de changer de densité temporelle dans un corridor tellurique. Lorsqu'une porte induite laisse sa place à une porte stellaire, cette dernière nous permet d'accéder à une ouverture interdimensionnelle. Nous changeons de dimension avec une porte dimensionnelle.
Donc, c'est juste une petite aparté pour une histoire de temps. Maintenant, je vais parler du temps linéaire versus le temps horizontal. Ici, il ne sera pas question de densité temporelle, c'est-à-dire plusieurs temps différents dans le même espace, mais de deux temps qui existent dans le même espace en même temps dans notre réalité actuelle. Je parlerai du temps linéaire de nature chronologique sans densité versus le temps horizontal de nature événementielle avec une densité comme l'espace. Vous connaissez tous le temps chronologique qui règle la durée du jour et de tout ce que nous faisons dans cette journée. Donc, je n'élaborerai pas sur ce type de temps que nous connaissons très bien. Vous savez également que l'espace a une densité parce que vous pouvez vous déplacer à l'intérieur de cet espace et que vous pouvez voir l'espace qu'il y a entre vous et les objets qui vous entourent. Et vous pouvez également voir l'espace entre ces objets. Peu de personnes savent par contre que le temps événementiel possède lui aussi une densité comparable à l'espace, car ce dernier étant imbriqué dans le temps horizontal. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Prenons comme exemple une journée à la plage sous un soleil radieux qui vous réchauffe de ses rayons accompagnés d'une légère brise rafraîchissante. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'essayer de mémoriser cette magnifique journée. Pourquoi, me diriez-vous? C'est tout simplement parce que cette journée n'est pas faite seulement d'un moment agréable, mais aussi de petits moments désagréables. Et ce sont généralement ces petits moments désagréables qui vont être mémorisés par notre subconscient dû à l'émotion qu'on va y mettre durant ces mauvais moments. Ici, il n'est pas question de mémorisation, mais bien de cellularisation. Et ça, ce n'est pas la même chose. N'oublions pas que l'astral va surtout appuyer sur ce qui nous dérange au lieu d'appuyer sur ce qui nous fait vraiment de la joie, du bien. Donc, il faut cellulariser un événement bien précis par marqueur, engramme et implant qui va servir à l'écriture du codex de l'ADN. Ici, on va se servir de la loi du 40, très bien adaptée au temps événementiel. Je vais parler de la loi du 40 dans d'autres secrets. Tout ce que je vais vous dire maintenant se déroule à l'intérieur d'une minute pour la cellularisation de l'événement. Naturellement, le temps d'exécution est beaucoup moins long que le temps que je vais vous décrire présentement, parce qu'il faut bien prendre des mots et le temps pour le faire. Donc, vous êtes étendu sur la plage et vous sentez exactement à cet instant précis la chaleur du soleil sur votre peau, accompagnée d'une légère brise empêchant l'excès de chaleur sur votre épiderme, qui vous fait ressentir une émotion de joie. Je vais expliquer maintenant le processus de cellularisation. Parce que plusieurs personnes me demandent, mais comment on fait pour cellulariser? La mémoire, on sait très bien comment mémoriser. Les rayons du soleil et la brise que vous ressentez sur votre peau sera accompagnée par l'attention que vous y mettez. Et cette attention aura une incidence proportionnelle au marqueur qui sera enregistré par votre ADN. La tension que vous y mettez produira un engramme dans votre ADN qui remplacera le marqueur que l'ADN a enregistré auparavant. Avec l'émotion de joie, par exemple, que vous ressentez, changera l'engramme en implant, pouvant effectuer une écriture dans le codex de votre ADN. Le tout sera cellularisé au niveau du temps horizontal événementiel et non mémorisé au niveau du temps linéaire chronologique.
Voici une comparaison pour mieux visualiser ce processus. La tension est comparable à un fil électrique. La tension est comparable au courant qui circule dans le fil électrique. L'émotion est comparable à l'électricité qui se propage dans le fil électrique, qui fera allumer l'ampoule électrique qui est comparable à l'écriture du codex dans l'ADN. Par la suite, lorsque vous voulez revivre ce temps événementiel, il suffira de recréer cet événement au niveau du temps horizontal événementiel et non pas au niveau du temps linéaire mémoriel. Vous refaites le processus. Disons, vous êtes assis dans le salon et vous refaites ce processus-là mentalement, mais en y mettant toute l'attention, l'intention et tout. C'est l'événement du bienfait du soleil sur votre peau et non pas la journée ensoleillée qui comprend toute la gamme émotionnelle vécue durant cette journée. Avec le temps, de plus en plus, vous utiliserez le temps horizontal événementiel comme lieu de déplacement, occasionnant presque à votre insu un changement de décor à la place d'utiliser habituellement l'espace comme lieu de déplacement. N'oubliez pas, on localise un endroit dans l'espace, mais on séquence un lieu dans le temps. Naturellement, vous pouvez utiliser ce processus pour cellulariser tout événement en utilisant un marqueur, un engramme et un implant qui seront écrits sous forme d'un codex dans votre ADN. Pour tout événement quelconque que vous voudriez cellulariser. Cela s'appelle encoder l'ADN. Maintenant, je vais vous raconter un exemple personnel du temps linéaire versus le temps horizontal. Chaque soir, ma partenaire de vie, j'aime mieux dire partenaire de vie que conjointe ou encore ma femme. Vous savez pourquoi, j'ai déjà expliqué ce processus-là. Donc, ma partenaire de vie, à chaque soir, fait une petite prestation sur les vaisseaux de cristal avant de se coucher. Il y a environ quelques semaines, lorsque sa prestation fut finie, je lui ai demandé, mais pourquoi sa prestation avait été si courte et pourquoi elle n'a pas fait vibrer sa coupe à la fin de sa prestation. Elle me dit que tout était normal, même que sa coupe continuait à émettre sa vibration sonore. Il faut dire que sa prestation dure environ 10 à 12 minutes et qu'elle est divisée en 3 sections de groupes de vaisseaux, c'est-à-dire des vaisseaux de cristal. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais dans le temps de l'événement et non dans le temps présent. Car le temps linéaire chronologique est fait de fragments de temps qu'on associe au temps présent, lui donnant une durée temporelle. Par exemple, chaque groupe sonore de vaisseaux de cristal a sa propre durée temporelle dans le temps linéaire, ce qui lui confère ce que nous appelons le temps présent. Mais pour le temps événementiel, il n'y a pas de chronologie entre et durant chaque groupe de vaisseaux de cristal, ce qui est en fait un événement avec une densité, mais pas de chronologie qui lui est associée. Donc, sa prestation sur les vaisseaux de cristal ce soir-là fut vécue non pas avec le temps présent, mais avec le temps de l'événement. Les 3 groupes de vaisseaux n'étant plus séparés chronologiquement fut vécu comme un seul et unique groupe, donnant une densité palpable au niveau sonore. Maintenant, je vais parler du temps et de l'espace, mais cette fois-ci au niveau du bloc mental. Donc, au niveau du mental inférieur, la matière atomique est le contenant du je. Le temps et l'espace sont perçus comme on le décrit dans la science moderne véhiculée par les différents médias.
L'humain ne se pose pas de questions à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Il croit tout simplement ce que la science moderne lui enseigne par l'entremise des différents médias qui l'alimentent la plupart du temps par de fausses informations. Il ne mettra jamais en doute ce modèle de perception et malheur à celui qui affirmera le contraire. Il serait mis immédiatement au banc des accusés comme quelqu'un qui voudrait s'opposer à l'ordre établi. Pour lui, sa perception du temps est chronologique et sa perception de l'espace est basée sur un champ de profondeur. Un point, c'est tout. Ça, c'est au niveau du mental inférieur. Maintenant, au niveau du mental supérieur, donc de la matière électroplasmique contenant de l'ego, l'humain commence à briser l'ordre établi. Il perçoit le temps un peu différemment en le mettant uniquement au présent. Pour lui, le passé et le futur se confondent dans un éternel présent. Donc, pour lui, il ne vit que le temps présent. Pour ce qui est de l'espace, il sait que ce dernier a une densité et c'est pour ça qu'il peut le voir. Ce n'est pas un champ de profondeur qui lui permet de distinguer sa troisième dimension, mais c'est effectivement la densité de l'espace qui lui permet de voir la séparation des objets qui l'entourent. En un mot, il voit l'espace qu'il y a entre lui et les objets, ainsi que l'espace entre les personnes qui constituent sa réalité. Donc, ça, c'est au niveau du temps supérieur. Au niveau du supramental, donc du double éthérique contenant de l'esprit, l'humain a une autre conception bien différente du temps et de l'espace. Le passé et le futur, pour lui, n'existent pas, car le passé et le futur ne sont que des mémoires sans densité réelle. Ce qui le met devant un dilemme temporel, car si le passé et le futur ne sont que des mémoires, donc le passé ni le futur ne peuvent exister, et du fait même, le présent ne peut pas exister lui non plus, car étant le catalyseur du passé et du futur. En un mot, le temps linéaire chronologique représenté par le passé, le présent et le futur est tout à fait illusoire, donc sans existence réelle. Pour ce qui est de l'espace, il commence à percevoir sa structure énergétique. Il sait que l'espace qui l'entoure est constitué d'énergie électromagnétique configurée sous forme de membrane énergétique possédant une densité visible par nos yeux physiques. Il comprend également que le temps et l'espace sont imbriqués l'un dans l'autre, formant notre réalité dans notre zone de création. Ça, c'est au niveau du supramental, la perception qu'on a au niveau du supramental. Maintenant, au niveau du mental suprême, donc du double cosmique contenant de la conscience. L'humain voit une réalité bien différente du temps et de l'espace qui l'entoure. Il fait la différence entre la nature et la structure du temps. Le temps linéaire chronologique étant de nature mémorielle, pour ce qui est du temps horizontal événementiel, sa structure réside au niveau de sa densité. Car le temps horizontal événementiel du temps spatial possède une densité comparable à l'espace du spatio-temporel, ce qui nous permet d'utiliser le temps comme lieu de déplacement, comme on utilise l'espace comme un endroit pour se déplacer. Car le temps événementiel étant accessible à l'humain de la troisième densité. Pour ce qui est de l'espace, l'humain perçoit ce dernier comme étant uniquement de l'information. L'espace ne serait que de l'information sous forme de lumière cristallisée. L'espace que nous percevons présentement constitue seulement qu'une infime partie du spatio-temporel de notre réalité. Notre espace possède plusieurs densités temporelles encore inexplorées par l'être humain.
Donc, l'humain perçoit le temps et l'espace en fonction du niveau vibratoire de son mental, ce qui cause bien des différences de perception entre les personnes qui composent notre réalité actuelle dans notre zone de création. En quelque sorte, on pourrait dire que le temps linéaire chronologique et le spatio-temporel appartiendraient à la matrice artificielle. Pour ce qui est du temps horizontal événementiel et du temps spatial, il appartiendrait à la matrice originelle. Comme je dis souvent, changer sa perception, c'est changer sa réalité. Et ça, c'est valable également pour le temps et pour l'espace. Je vais faire maintenant une petite incursion dans le temps versus l'ADN. Comment l'ADN se séquence-t-elle sur le temps linéaire, sur le temps horizontal ou sur le temps circulaire? Pour ce qui est du temps vertical, ce dernier est hors temps et espace, car appartenant à la conscience. Donc, je vais parler du spatio-temporel, du temps spatial et du temps sidéral. Présentement, notre ADN est séquencé sur le temps linéaire chronologique du spatio-temporel. Tout le monde sait que nous fonctionnons avec le temps numérique rattaché à la chronologie temporelle. Il suffit de regarder autour de nous et nous voyons des horloges qui nous rappellent presque continuellement l'heure de la journée. Notre ADN est programmé et encodé dès notre enfance à se soumettre à cette heure chronologique. Mais comment faire pour se déconnecter de ce programme temporel? Premièrement, il faut prendre conscience qu'il existe d'autres temps et que notre ligne de temps peut adhérer à une autre temporalité que celle que nous subissons présentement. C'est là que rentre en scène l'encodage de notre ADN. Eh bien oui, tout est en fonction de l'ADN. Avant toute chose, il faut savoir que l'encodage se fait au niveau de la métaphysique et non pas au niveau physique. On parle ici de code, d'encodage et de codex, et non pas de protéines, de chromosomes et de codons, qui constituent notre chaîne d'ADN. Il va être question également de marqueurs, d'engrammes et d'implants qui vont servir d'écriture au codex pour encoder notre ADN. Maintenant, parlons de l'encodage au niveau du temps horizontal et circulaire. Que ce soit pour le temps horizontal ou pour le temps circulaire, le processus est le même. Tout part avec une intention bien précise. Pour ce qui nous concerne, c'est de pouvoir utiliser le temps spatial ou le temps sidéral, non pas seulement comme lieu de déplacement, mais pour également changer notre fréquence temporelle reliée à notre biologie. Présentement, nous fonctionnons sur une fréquence d'un cycle biologique qui change à chaque année. C'est le temps linéaire chronologique dans une trame temporelle à caractère spatio-temporel. Au niveau du temps spatial, nous fonctionnons avec une trame temporelle avec le temps horizontal événementiel dont un cycle biologique dure environ 13 000 ans. Au niveau du temps sidéral, nous fonctionnons avec une trame temporelle avec le temps circulaire en forme d'un 8, dont un cycle biologique dure environ 26 000 ans. Ce n'est pas possible d'accéder à ces temps, me diriez-vous? Peut-être bien que non, mais si cela était possible un jour, la cellule en elle-même a un programme de base qui ne peut pas changer. Mais son noyau, par contre, c'est-à-dire l'ADN, peut l'être avec un encodage adéquat, sans oublier le noyau même de l'ADN qui est le nucléine, dont ce dernier produit un isotope d'iode qui a une durée de vie qui se compte en milliers d'années et qui peut donner à la cellule
une durée de vie digne d'un Dieu. Tout est une question d'encodage dans notre ADN au niveau d'un certain gène qui pourrait nous donner une très longue longévité. Ce gène a été désactivé par les gardiens de notre monde qui nous considèrent comme un troupeau d'humains juste bons à les servir. Je vais en parler beaucoup plus en détail lors des secrets de l'immortalité, toujours dans mon grimoire. C'est dans les mois à venir. Comment procède-t-on? Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout débute avec une intention bien précise. Par la suite, nous portons notre attention sur une fréquence temporelle relative à notre biologie. Cette attention se traduit par un marqueur sur notre ADN. Nous continuons à porter cette attention en y mettant une tension énergétique qui va se traduire par un engramme dans notre ADN. Cette tension énergétique sous forme d'émotion va produire un courant électromagnétique qui va se traduire par un implant dans notre ADN. Par la suite, cette réaction en chaîne va ouvrir un passage dans le nucléide pour atteindre l'ADN afin d'y inscrire un nouveau codex qui va être retransmis par la suite par l'ARN dans nos cellules. Ce processus métaphysique va se répercuter dans notre ADN physique. Lorsque la masse critique des implants va être obtenue, c'est ce que nous appelons encoder l'ADN. N'oubliez pas, il faut travailler toujours au niveau de la science de l'esprit, la science de la métaphysique et la science de la physique quantique. Donc, on travaille toujours sur la vibration de l'énergie de l'atome. Se rappeler que la conscience pointe toujours le présent qui sépare les événements dans notre corridor chronologique. Mais elle peut également pointer la durée de l'événement ou l'événement lui-même, car la conscience est hors temps et espace. On peut dire en quelque sorte que l'horloge représente le spatio-temporel. La trotteuse qui marque les secondes, c'est le temps linéaire. La grande aiguille qui marque les minutes, c'est le temps spatial. Et la petite aiguille qui marque les heures, c'est le temps circulaire sidéral. Ne pas oublier qu'on localise un endroit dans l'espace, mais qu'on séquence un lieu dans le temps. Comme je dis souvent, changer sa perception de voir les choses, c'est changer sa réalité. Eh bien, voilà. Ceci termine le volet des secrets du temps et de l'espace de mon grimoire. J'espère que vous avez apprécié cette petite incursion dans le temps et l'espace de notre zone de création. Bien sûr, ça va bien au-delà de ce que j'ai dit, mais c'est quand même une bonne aperçu. Donc, dans le prochain volet de mon grimoire, il sera question des secrets de la Terre. Oh, là encore, bien des surprises vous attendent. J'espère que vous serez au rendez-vous et je vous dis à la prochaine.